Nous avons abordé en première partie de cette émission le problème du capitalisme qui nous a entraînés dans cette galère de crise sanitaire. Et bien entendu, cette crise sanitaire est avant tout causée par toutes les multiples lois sur lesquelles vont revenir dessus Charlie, Bernard, Christian, et qui nous ont entraînés dans une situation que tout le monde connaît malheureusement parmi les citoyennes et les citoyens, qui sont entre autres la rupture de masques, qui sont entre autres des tests qui ne sont pas disponibles, des problèmes de logistique pour approvisionner les établissements hospitaliers, et bien entendu le personnel hospitalier qui est en première ligne et qui, comme à la guerre 14-18, eh bien, ne sont pas, comme dit Macron, les premiers de cordée, mais plutôt les premiers de tranchée. Hein. Alors, vous allez nous expliquer comment nous en sommes arrivés là, parce que cette situation n'est pas due des derniers mois et des dernières années. Il faut quand même savoir que dans le Canard enchaîné de la semaine dernière, il y avait eu un livre qui était paru en 2005 qui planifiait cette crise. Hein, donc les écrits étaient existants déjà en 2005 et bien entendu nos dirigeants à se demander s'ils lisent les rapports qu'on leur remet. Alors, qui commence? Quelle est la première loi, à votre avis, qui a été la base et le commencement de cette situation, Charlie? Euh, je, je crois qu'il y a une loi déjà sur Mitterrand, 7h01 et 7h02. On a commencé déjà, c'était une manière. Il y a eu plusieurs lois, premièrement pour limiter d'abord l'entrée des étudiants en première année de médecine. Après, ça a été la loi du secteur 1, dans le but qu'à la fin, il y avait un secteur 1, un secteur 2. Le secteur 2 a un horaire libre. Le but, c'était que le secteur 1 disparaisse. Mais il me semble qu'une des plus importantes a été l'ordonnance du 24 avril 1996 du plan Juppé. Je pense que je vais vous lire euh, tranquillement ce qui me paraît qui a été le point de départ vraiment de la destruction de l'hôpital après Mitterrand. Pour répondre aux exigences de l'Union européenne, qui considérait que les dépenses liées à la protection sociale doivent être soumises aux critères de Maastricht, entre parenthèses, le peuple français avait voté contre. Cette réforme place sous tutelle directe du gouvernement les recettes et les dépenses de la sécurité sociale. Je m'explique. Jusqu'alors, la sécurité sociale avait sa bourse propre, le gouvernement ne pouvait strictement rien dire. À partir de cette ordonnance, le gouvernement peut, par décret et une fois par an, intervenir sur le budget de la sécurité sociale. Chaque année, il fait voter une loi de financement de la sécurité sociale encadrant strictement les dépenses dans une enveloppe fermée. C'est par cette loi annuelle qu'il répartit les dépenses accordées à la médecine des villes, au secteur libéral, au secteur privé et aux hôpitaux. C'est par cette loi qu'il décide de ne plus prendre en charge certains médicaments, de limiter le remboursement des actes médicaux. C'est par cette loi qu'il fixe chaque année le montant limitatif indispensable des budgets des hôpitaux. La réforme Juppé instaure la régionalisation du financement et de l'activité des hôpitaux. Elle crée les agences régionales de l'hospitalisation qui imposent un contrat d'objectifs et des moyens. C'est un renforcement brutal de l'encadrement des hôpitaux afin d'en limiter les budgets et d'amplifier la fermeture des lits et des services des hôpitaux. Voilà ce qui me paraît le centre de ce qui va se produire après dans les hôpitaux à venir. Oui, tout à fait d'accord. Et après ça, il y a une autre ordonnance, parce qu'elle s'ajoute au fur et à mesure.
c'était l'ordonnance de 2005. Qu'est-ce qu'elle tient, cette ordonnance? Cette ordonnance instaure une nouvelle tarification à l'activité qu'on va appeler T2A. Ce système de financement est encore en vigueur actuellement. Lorsque l'hôpital prend en charge un patient pour une pathologie donnée, il est financé forfaitairement à la hauteur d'un tarif fixé chaque année par le gouvernement, quel qu'il soit en définitive le coût réel des soins apportés aux patients du fait de complications éventuelles. Les hôpitaux qui connaissent une augmentation de l'activité ne perçoivent pas l'augmentation de leurs moyens. Je m'explique. Imaginons que la T2A, une appendicite. L'appendicite, elle est côté temps. Qu'il y a des complications ou pas, l'hôpital va recevoir un tarif pour ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, pour pouvoir avoir, comment dire, avoir un... Ah, on a perdu Charlie. Arrête, on n'a plus de son là. Arrête de bouger, Charlie. Arrête de bouger parce que tu dois avoir un problème de connexion avec ton micro. Tu touches ton fil. Ah, là, on n'a plus de son. Les activités, en augmentant son activité, il fait effectivement les employés, ils vont courir ces terre, ils courent partout pour pouvoir effectivement survenir et faire que le volume augmente. Mais fur et à mesure que le volume augmente, qu'est-ce qui s'est produit? Il s'est produit que le gouvernement, quand il vote les budgets chaque année, il diminue la tarification. C'est-à-dire que les hôpitaux courent derrière le fait qu'il faut comment dire, faire de plus en plus des actes, et de l'autre côté, le gouvernement, comme les actes augmentent, le budget diminue. Voilà ce qui est la tarification en même temps qu'effectivement, c'est les cliniques privées qui vont recevoir tout ce qui est le plus rentable. C'est-à-dire les pacemakers, l'instinct, les hanches, les genoux. C'est-à-dire que ce qui est le plus rentable dans la tarification va passer dans les cliniques privées. Voilà ce qui me semble. Il y a d'autres ordonnances. Je laisse à mes chers amis de continuer, mais je crois qu'il y a ces fondements-là. Et on reviendra tout à l'heure sur le fait du masque parce que c'est le même problème qui est posé. En 2013, il y avait, comment dire, un stock qui était national, qui avait été fait à un moment donné par le H1N1 et qu'il fallait que l'État renouvelait tous les ans. L'État a décidé de passer ça au centre hospitalier. Effectivement, comme le centre hospitalier courait derrière le budget, à la fin, il n'y a jamais eu plus de stock. Je sais, stock, supposons, dans des cliniques que je connais spécialement pour avoir travaillé, ces stocks étaient pendant 2 ans. À la fin, la responsable qualité nous a dit non, mais il faut les jeter parce qu'ils sont périmés. On a jeté des centaines de masques. Oh, il y en a certains qu'on les a gardés pour les peintres et tout ça pour qu'ils s'en servent. Aujourd'hui, d'ailleurs, on en retrouve encore. Mais sinon, tout le reste ont été jetés. Et ces centres, comme ils couraient derrière le fait d'économiser du budget global, mais ils n'ont pas maintenu ces budgets pour les masques, comme nationalement, on a réduit tous les stocks. Voilà. La question que pose Charlie, en fait, c'est les mensonges de l'État. L'État n'arrête pas de mentir depuis le début de cette crise en disant il n'y a pas besoin de masques,
Maintenant, il faut les masques, il n'y a pas besoin de gants, il n'y a pas besoin de ceci. À un moment donné, on a vu, de par les télés, les radios, les journaux, on a vu que le personnel, les fameux premiers de cordée, n'était pas équipé pour. Il manque des trucs pour respirer. Quand on pense que c'est des masques de plongée d'une grande surface sportive qui sont bidouillés pour les malades, il y a de quoi s'inquiéter. En fait, il est grand temps de faire le bilan de ces décisions complètement irresponsables et de savoir qu'est-ce qu'on fait, parce qu'il y a quand même une question après, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Bon, Charlie, je veux bien continuer sur la question des textes, parce qu'effectivement, en 2009, la loi Sarkozy-Bachelot, HPST, Hôpital Patient Santé et Territoire, précise pas mal de choses. Hein. En mettant en place les agences régionales de santé, les ARS, hein, qui ont davantage de pouvoir que les structures qui ont précédé, elles permettent, entre autres choses, de contrôler le budget régional de la sécurité sociale. Voilà. Donc, on est dans une question où on enferme, mais ça a toujours été les gouvernements de droite et malheureusement dits de gauche le font systématiquement, c'est enfermer dans un budget tous les services publics. Ça a commencé, je fais un petit rappel d'étudiants, que la loi, après 68, la loi de gestion des universités qui a fait que l'UNEF s'est battue férocement contre, et s'est construite d'ailleurs sur cette question-là, c'était un budget global pour les universités et les organisations syndicales qui siégeaient devaient gérer ça et l'UNEF avait refusé. Bon, donc on est toujours dans le même problème. Là, on est pour le problème de la santé, mais c'est vrai dans beaucoup de domaines. Hein. C'est vrai avec le numerus clausus aussi des médecins. Donc cette loi aggrave et je pense qu'elle a joué un rôle très important dans la situation actuelle. Si vous voulez continuer sur un certain nombre de textes qui sont là, Christian. Christian, tu veux dire un mot sur la modernisation? La modernisation. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Non, mais je suis tout à fait d'accord pour qu'on reprenne les ordonnances les unes après les autres. Il y en a une chier plus 12, hein, ça commence. Ouais. On a pratiquement une par an, quand c'est pas deux. Je voudrais quand même, oui, je voudrais quand même dire une chose. Je voudrais quand même dire une chose, c'est que ces textes, on a l'ensemble de ces textes parce qu'il y a une organisation qui s'appelle le Parti ouvrier indépendant démocratique, qu'il a publié dans son journal, qui s'appelle la Tribune des travailleurs. Et ça, je pense que c'est un parti qui joue son rôle d'organisateur collectif. Et c'est ce genre de travail qui permet qu'on se mobilise tous et qu'on ne soit pas chacun dans notre coin à construire nos idées sur la situation, mais à le faire collectivement. Et c'est ça qui donnera la force qu'on peut avoir. Voilà. C'est vrai que c'est bon de rappeler tous ces textes qui ont détruit en fait le système de santé national. Mais s'il n'y avait que le système de santé, parce que ce sont les services publics en général, donc c'est bien de rappeler tous ces textes et surtout en étant conscient que après cette crise, nous allons certainement avoir nos décideurs qui vont nous rejouer le coup de l'époque du sang contaminé, si vous vous rappelez, responsable mais pas coupable. Donc, Georgina Dufoy. Georgina Dufoy, oui. Voilà. Donc, bien entendu, actuellement, on les voit tous, et en particulier certains de l'opposition, comme le Parti socialiste ou le Parti républicain, qui commence à taper sur le gouvernement, qui, bien entendu, ne peut pas être défendu compte tenu de nombre incalculable d'erreurs qui ont été faites depuis le début de cette crise. Mais bien entendu, ces gens du Parti socialiste et du Parti républicain, on les entend critiquer aujourd'hui les actions du gouvernement en oubliant peut-être de rappeler qu'avant, c'était eux qui étaient aux manettes
et que la problématique que vous venez d'élaborer, qui est celle des ordonnances et de tous les textes de loi qui sont sortis, eh bien, sont aussi issus de ces partis-là, de leurs idées. Hein. Donc, il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Ils ont tous participé à la démolition du système de santé, tous, tout à fait. Ce qui n'a pas arrangé, si je peux rajouter pour terminer mon intervention, avant de vous redonner la parole, ce qui n'a pas arrangé en plus les choses, c'est la loi des 35 heures qui était une très bonne loi, on ne peut pas renier cela, mais qui au niveau de l'hôpital a complètement désorganisé les hôpitaux parce qu'au moment des 35 heures, il aurait fallu, bien entendu, au sein des hôpitaux, pour pouvoir mettre en place la loi des 35 heures, embaucher au moins 35 à 40 000 personnels soignants, c'est-à-dire médecins et infirmières. Voilà. Tout à fait. On est dans la Ve République, hein. Je veux dire, c'est pas résumé, mais c'est la Ve République. C'est une monarchie. Elle n'est pas là pour le bien du peuple, elle est là pour tout casser. Et il casse à la vitesse grand V. Mais il arrive à un moment donné qu'à force de tout casser, parce que quand tu regardes au niveau européen, même au niveau mondial, comment les choses se passent, quand tu vois aux États-Unis l'hécatombe, quand tu regardes, parce que ça doit être les télés, les voix de son maître, c'est-à-dire quand on te dit le mec qui n'a pas de pognon, il va crever parce que on ne peut pas le soigner. Quand tu écoutes l'anglais qui dit mais de toute façon il ne faut pas se casser la tête, il y en aura tant qui vont mourir, et puis voilà. Ça aussi, ça fait partie de cette Ve République, ça fait partie de ce système européen, et il est certain qu'à mon avis, on ne peut pas reprendre le boulot comme ça, parce que, je répète, ils vont nous balancer leurs ordonnances, ils vont dire il faut retrousser les manches. On a eu ça après la guerre, hein, retrousser les manches par le Parti communiste. Je crois que c'était Maurice Thorez qui avait dit allez hop, on retrousse les manches en France et quand le pays sera sauvé, on regardera ce qu'on peut faire. Eh bien là, il faut se méfier, parce que c'est ça, je veux dire. Moi, c'est ça qui est effrayant. C'est qu'ils peuvent utiliser encore une fois ce qui est en train de se passer pour en foutre plein la gueule au peuple. Ouais, moi, je vous ai perdu là-haut. Ah non. Disons, non pas conclure ces problèmes-là, mais donner par rapport à Macron. Tout ce qu'aujourd'hui, tous les problèmes que nous avons, que ce soit le masque, tout, je veux dire, que ce soit le manque de lits. Et je félicite les hospitaliers parce qu'eux, ils ont réussi ce que le gouvernement n'a jamais réussi. C'est-à-dire que ils ont doublé la capacité en réanimation, mais parce que les gars, ils se sont démerdés, parce que c'était un combat. C'est pas le gouvernement qui l'a réussi, c'est les travailleurs, c'est les hospitaliers qui ont réussi. Et ça, effectivement, j'espère que tous les gens se souviendront quand on redescendra à nouveau dans la rue pour demander de l'argent pour l'hôpital. Mais j'aimerais dire deux mots. Il y a eu à Chamonix une grande conférence sur la santé il y a 2 ans, qui a été conclue par Macron. Dans cette conférence, il y avait l'ex-conseiller de Nicolas Sarkozy pour la santé. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait, ce conseiller de Nicolas Sarkozy, la santé est vue comme un marché prometteur et même comme un atout industriel majeur de la France. Et Macron vient à l'événement pour conclure ces journées. Et comment il est conclu? Voilà ce qu'il dit Macron. Grâce à la télémédecine, au Big Bang Data, à l'intelligence artificielle, à la médecine JP, prédictive, préventive, personnalisée. Suivez, c'est quand même la France va résoudre l'ensemble des problèmes chroniques de son système de soins, tout en devenant le leader mondial de l'économie de santé. On voit le résultat, oui. Vous avez tout. Voilà ce qu'il disait Macron à la fin de cette conférence. Il voulait devenir le leader pour réduire le système de santé. Voilà la conclusion de ce qu'on a aujourd'hui. Ni plus, ni moins. Je me permettrai de rajouter, si vous voulez bien,
les propos de Martin Hirsch, qui avance la crise sanitaire, parlait de supprimer un maximum de lits dans les hôpitaux psychiatriques. Alors, Faut pas ça l'oublier, celui-là non plus. arrive à n'importe quand vous avez le responsable de l'agence régionale d'hospitalisation de l'Est. Oui. Qui vient d'être viré, là. Ah oui. On t'entend plus, Charlie. Oui, c'est vrai. Charlie, on t'entend plus. C'est-à-dire que rien ne changera si ce n'est pas nous qu'on fera changer. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire confiance à ces gouvernements ni à Macron d'aucune manière que ce soit. On viendra tout à l'heure sous la question que l'ouverture, comment dire, l'unité nationale et compagnie, mais on ne peut pas faire confiance à un gouvernement. Il y a un président de la République qui déclarait ça et en plus qui est minoritaire dans le pays. Voilà comment conclure la question des ordonnances et de voir là où nous en sommes. Effectivement, c'est bon de rappeler que le président de la République, enfin bon, Macron, parce que pour moi, ce n'est pas mon président de la République, mais Macron est minoritaire parce qu'il ne représentait que un peu moins de 19% des électeurs français lors de l'élection présidentielle au premier tour. Et ce qui est catastrophique dans la situation actuelle de la Ve République, c'est que le président de la République, dans la Ve, est intouchable. C'est-à-dire qu'il n'aura même pas de compte à rendre. Donc, il a une part de responsabilité par rapport à ce que tu disais, Charlie, avec cette conférence qu'il y avait à Chamonix, mais il n'aura même pas de compte à rendre à la justice. Le fusible qui sera le premier à sauter et qui éventuellement aura des comptes à rendre, c'est le Premier ministre et les ministres du gouvernement, suite aux plaintes qui ont déjà été déposées. Mais Macron est totalement intouchable, d'où la nécessité de revoir là aussi les institutions et de remettre en cause la Ve République qu'il faut qui est cette cinquième qui existe depuis De Gaulle, qui a été créée par et pour De Gaulle. Est-ce que je pourrais dire un mot pour finir, oui, vas-y. Pour finir, c'est sur la question des urgences. Parce que ça me paraît, comment dire, comme on a détruit tout le système de santé de la médecine de ville. On a passé du secteur 1 au secteur 2. Donc, et c'est ce que les Gilets jaunes ont démontré, c'est-à-dire la précarité de toutes ces personnes qui ne pouvant plus aller à trouver les moyens d'aller en secteur à la médecine de ville et qui ne peuvent plus aller dans les cliniques privées se faire soigner, vont automatiquement des urgences. Et les urgences, effectivement, elles sont débordées. Elles sont débordées à cause de ça. C'est-à-dire que c'est ça qui posait le problème également des Gilets jaunes, c'est-à-dire la précarisation et qui font que les urgences, effectivement, pour les plus démunis, c'est la seule solution. Tout à fait. Tout à fait. On clôt cette deuxième partie pour une petite pause musicale et on se retrouve d'ici quelques minutes.